23 décembre 1888, à Arles, dans le sud de la France. Alors que toute la ville se prépare à fêter Noël, un homme est sur le point de commettre un acte sanglant qui va marquer l'histoire de l'art. Son nom, Vincent van Gogh. Le génie qui a peint certains des tableaux les plus célèbres et les plus chers au monde. Cette nuit-là, dans un accès de folie, il se tranche l'oreille gauche et l'apporte à une jeune fille dans une maison close. Cet acte, qui demeure lourd de mystère, va contribuer à faire de lui l'artiste le plus célèbre de la planète. Pendant plus d'un siècle, de nombreuses versions de l'incident sont imaginées sans que l'on puisse déterminer ce qui s'est réellement passé. Vincent van Gogh s'est-il vraiment coupé une oreille? Et pourquoi? Qui était la mystérieuse prostituée? Récemment, une femme, Bernadette Murphy, a décidé de mener l'enquête. Elle révèle des mensonges. Il y a quelque chose d'absolument faux ici. Elle recherche le moindre indice. Il faut aller voir là où personne n'est encore allé. C'est un voyage épique à travers des pays et des continents pour découvrir la vérité cachée de Vincent van Gogh. Oh mon Dieu, je l'ai trouvé. Oh my God, I found it. En 1888, un étranger arrive en Provence sous le soleil du Midi. Un Hollandais bizarre, un peintre qui se cherche, Vincent van Gogh. Au cours des 15 mois qu'il passe à Arles, Vincent van Gogh peint plus de 200 tableaux inspirés par les lieux et les gens qu'il rencontre. Mais il est victime d'une crise effroyable et s'effondre en se mutilant sauvagement. 4 mois après ce geste terrible, Vincent van Gogh disparaît dans un asile d'aliénés. 1 an et demi plus tard, il se suicide. L'icône ultime du génie torturé est née. Bernadette Murphy a quitté l'Angleterre pour s'installer dans le sud de la France il y a plus de 30 ans. Le mystère Vincent van Gogh l'a passionné au point de bouleverser son existence. Chaque fois que j'invitais des amis ou de la famille à Arles, je m'apercevais que la première idée qu'ils avaient de Van Gogh était l'homme qui s'est coupé l'oreille. Pourtant, dans les livres d'art, on dit qu'il ne s'est coupé que le lobe de l'oreille. En réalité, nul ne s'accorde sur ce qui s'est vraiment passé au cours de cette nuit fatidique. Selon le mythe populaire, la nuit du 23 décembre, alors que la plupart des habitants s'apprêtent à fêter Noël, un incident terrible se produit dans un quartier du nord de la ville. Le peintre Vincent van Gogh se mutile en se coupant l'oreille gauche. Puis il enveloppe celle-ci dans un morceau de tissu, quitte sa maison de la place Lamartine et se rend rue du Bout d'Arles, dans le quartier des prostituées. Vincent frappe à la porte d'une maison close. Il demande à voir une des filles et lui remet le paquet sanglant. La fille s'évanouit à cette vue et Vincent disparaît dans la nuit avant de rentrer chez lui
où on le retrouve le lendemain matin, gisant dans une mare de sang. Mais bien que tous les journaux de l'époque s'accordent sur les grandes lignes de ce fait divers, un homme s'est coupé l'oreille puis l'a apporté à une prostituée dans une maison close, de nombreux détails divergent. Dans certains articles, Vincent est même décrit comme un peintre venant de Pologne. Ces incohérences intriguent Bernadette Murphy. Quand je me suis plongée dans cette histoire, j'ai trouvé quantité de lacunes dans la version officielle. Certaines choses ne tenaient pas debout. Je me suis vite aperçue qu'il n'y avait qu'une solution, repartir du début et mener une enquête comme un détective. Bernadette a décidé de faire la part du vrai et du faux dans cette histoire troublante. Elle se rend d'abord dans le haut lieu de la recherche sur Van Gogh, le musée Van Gogh à Amsterdam. Le musée possède la plus vaste collection de Van Gogh au monde, avec plus de 200 tableaux, 400 dessins et plus de 700 lettres de l'artiste. Nombre de ses œuvres sont aujourd'hui célèbres dans le monde entier. Elles attirent chaque année 1 900 000 visiteurs. La vie et l'œuvre de Van Gogh fascinent tellement que le musée reçoit chaque année des milliers de demandes de renseignements de la part de chercheurs indépendants tels que Bernadette. Les gens sont obsédés par l'artiste. Ils ont le sentiment d'entretenir une relation personnelle avec lui. C'est dû en partie au fait que son art est très accessible. Il a peint des images fortes qui restent gravées dans la mémoire. Et je dois vous dire que les historiens amateurs sont nombreux. À travers ces lettres, Van Gogh leur est devenu très proche. Ainsi, nous recevons beaucoup de gens qui tentent de trouver eux-mêmes une réponse aux questions le concernant, ce qui était le cas de Bernadette. Convaincu par son enthousiasme, le musée a autorisé Bernadette à consulter un document essentiel. Génial. Ces notes de recherche incluent le témoignage d'un ami de Van Gogh, le peintre Paul Signac. Paul Signac a été à Arles et il a vu Vincent avec sa blessure à l'oreille. Il a écrit ici « Je l'ai revu la dernière fois à Arles au printemps 1889. Il était déjà à l'hospice de cette ville. Quelques jours auparavant, il s'était coupé le lobe de l'oreille, et non l'oreille, dans les circonstances que vous savez. Il a bien dit ici que Vincent s'est coupé le lobe de l'oreille et non l'oreille entière. Cela veut dire qu'il n'était pas aussi fou que ça. Et cela confirmerait quelque chose d'un peu flou, mais qui me semble exact maintenant. C'est un dessin de Vincent sur son lit de mort. Un portrait fait juste après son décès. Il est daté du 29 juillet 1890. On distingue sur ce dessin quelque chose qui ressemble à une grande partie de l'oreille. Je commence à me dire que c'était peut-être un incident mineur et qu'on a amplifié toute cette histoire au fil du temps. Il se serait juste coupé le lobe d'une oreille. Mais il y a quelque chose qui cloche quand même. Parce que dans le journal local, on dit qu'il s'est tranché l'oreille. Ces éléments contradictoires ont de quoi laisser perplexe. Les chercheurs du musée eux-mêmes admettent que cette histoire est déroutante. Qui croire? Ça a toujours été la question. La première version, les premiers témoins oculaires, parlent de toute l'oreille.
Mais ceux qui ont vu Vincent plus tard parlent de la moitié de l'oreille. On n'a jamais pu déterminer avec certitude quelle version était la vraie. Signac a dit par exemple que quand il a vu Vincent, celui-ci portait encore le béret ou le chapeau de fourrure qu'il avait à l'époque avec ses bandages, donc il n'a pas pu voir son oreille. Mais globalement, la version qu'on a considérée comme la plus fiable est celle de ses proches, de ceux qui le connaissaient depuis un certain temps et qui ont dit qu'il s'agissait de la moitié de l'oreille. Nous avons toujours adopté ce point de vue. Alors, s'agissait-il d'un incident mineur, comme les historiens de l'art le croient, ou d'une crise majeure, le basculement dans la folie d'un génie torturé? Vincent a souffert d'angoisse toute sa vie. Né le 30 mars 1853 aux Pays-Bas, c'est le fils aîné d'un pasteur protestant. Il a reçu une éducation religieuse très stricte. On attend de lui qu'il s'y conforme. À l'âge de 16 ans, il est placé dans l'entreprise de son oncle, marchand d'art. Mais la situation devient vite invivable. Il était tour à tour extrêmement abattu ou exalté. Et il était aussi terriblement querelleur, de sorte qu'il n'avait presque aucun ami, et sa famille désespérait de lui. Peinant à s'adapter à ce qu'on attend de lui, Vincent est contraint à quitter son emploi et à vivre en marge de la société. C'est un homme qui a échoué. Il est convaincu qu'il peut faire quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Son frère lui dit « Pourquoi ne pas te lancer dans la peinture ?» Théo, le frère cadet de Vincent, est marchand de tableaux dans l'entreprise familiale. Il a réussi là où Vincent a échoué. Grâce au soutien affectif et financier de son frère, Vincent entame sa carrière d'artiste en 1880. Il a alors 27 ans. Il sent que c'est peut-être sa dernière chance de faire quelque chose. Mais ce n'est pas une vocation, c'est une dernière chance. Sans Théo, il n'y aurait pas eu Vincent. Si Théo ne l'avait pas maintenu en vie, ne lui avait pas permis de garder une certaine cohérence, ne l'avait pas entretenu et ne l'avait pas incité à peindre, il n'y aurait pas eu de Vincent Van Gogh. Nous devons beaucoup à l'amour et au soutien fraternel de Théo. Vincent se lance dans la peinture. Il a désormais choisi une carrière. Mais il peine aussi à s'intégrer dans ce nouvel univers artistique. Ici, nous sommes dans la section où est exposée la période hollandaise de Vincent. Tout le monde connaît les couleurs vives qu'il a utilisées dans le sud de la France. Mais quand il travaillait aux Pays-Bas, pendant les 5 premières années de sa carrière, sa palette était généralement très sombre. Vincent est obsédé par les couleurs sombres et la dure réalité de la vie paysanne. Lorsque Théo lui demande des tableaux pour une exposition à Paris, il est ravi et pense tenir le sujet parfait. Il faisait sans cesse des esquisses à l'époque. Un jour qu'il passait près d'une petite maison de laboureurs, il a regardé à l'intérieur. Il les a vus rassemblés autour d'une table et il s'est dit « Je tiens mon sujet ». Ces gens simples qui travaillent la terre et mangent un repas frugal le soir. Il voulait peindre ces gens avec les couleurs de la terre qu'ils travaillaient, les couleurs de la pomme de terre, si vous voulez. Malheureusement, quand Vincent envoie ce tableau à Théo à Paris, on ne trouve pas son style très attrayant. Théo n'a pas vraiment été émerveillé par ce tableau. Il a trouvé bien sûr qu'il était impressionnant, mais il était trop sombre, comme les autres tableaux que Vincent avait envoyés à Paris.
Il n'y avait pas de marché pour ces tableaux, ils étaient trop noirs, trop graves. Vincent est furieux. En 1886, il décide de s'installer avec Théo à Paris. Là, dans les lumières de la grande ville, il développe un style plus léger, plus coloré. Cependant, ici aussi, Vincent commence à se sentir décalé, en exil. Il prend alors la grande décision de partir dans le Midi. Le 20 février 1888, Vincent arrive à Arles. Va-t-il enfin s'approcher de son rêve? Ou porte-t-il toujours en lui son fardeau émotionnel? Enquêtant sur ce qui s'est passé à Arles, Bernadette Murphy veut d'abord savoir comment Vincent a été accueilli à son arrivée. Plus que quiconque qui a étudié le sujet, elle sait à quel point la vie peut être difficile pour un nouveau venu. Je suis arrivée en Provence il y a plus de 30 ans. Je suis et je serai toujours une étrangère en pays étranger, quelqu'un d'ailleurs. En Provence, la notion d'étranger est subtile et difficile à saisir quand on ne vit pas ici. On peut être français et être malgré tout considéré comme un étranger, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur à votre monde, à votre environnement immédiat, et par là même quelqu'un qui ne mérite pas totalement votre confiance. Vincent, quand il est arrivé en Provence, était un étranger. Quand Vincent est arrivé à Arles en 1888, la ville était encore plus fermée et peu habituée à voir des étrangers. C'était une petite ville de province, à l'architecture dominée par l'héritage des Romains, arrivée là il y a plus de 2000 ans. La culture locale avait peu changé depuis des siècles. Les Arlésiens parlaient leur propre dialecte provençal. Ils avaient une façon de se vêtir différente et portaient un costume régional. Ils avaient leurs propres coutumes et des traditions plus proches de celles de l'Espagne que d'autres régions de France. Mais bien qu'il soit ici un étrange étranger, Vincent décide de s'installer. Quelques mois après son arrivée, il loue la célèbre Maison Jaune où il va peindre de nombreux chefs-d'œuvre et où se produiront les événements dramatiques du 23 décembre 1888. Bernadette enquête sur le quartier où vivait Vincent afin de savoir dans quelle mesure il a pu s'y intégrer.
Malheureusement, comme une grande partie d'Arles, la Maison Jaune a été détruite par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bernadette se rend au service du cadastre pour consulter un plan du quartier. Ah, bonjour. Et bonjour. Ça va? En forme? Oui. Alors, je suis venue parce que j'ai besoin de regarder des plans Q, de la section Q, hein, s'il vous plaît. La section Q est la partie de la ville où Vincent Van Gogh vivait. Voilà. C'est ce qu'il nous faut. Voici le plan cadastral. Il a été établi en 1830. On y voit toutes les petites parcelles de terre qui appartenaient à différentes familles. Et ici, près de l'endroit où il y a écrit « cour », on remarque un petit pâté de maisons. Ce plan doit être légèrement postérieur à 1830, car certaines de ces rues ont été aménagées après cette date. Cet endroit est devenu la place Lamartine. En bas du plan, on voit des petites parcelles en rose où il est prévu de construire des maisons. À l'angle de l'avenue Montmajour et de la place Lamartine, il y a une minuscule parcelle sur laquelle on lit 398. C'est la maison de Vincent. Dans le tableau que Vincent a peint de la Maison Jaune, on peut voir le chemin de fer et le pont. Il y a une longue ligne au crayon en travers du plan avec marqué « Ligne de Lunel ». C'était le chemin de fer. La gare a été ouverte en 1844. Arles était non seulement desservie par une gare, mais elle possédait aussi d'immenses ateliers où l'on fabriquait et réparait les trains. De nombreux travailleurs y ont afflué à partir de 1844, et la plupart étaient protestants. Ils se sont installés dans cette partie de la ville. C'était donc un quartier ouvrier. Vincent s'est ainsi retrouvé dans un milieu familier. Vincent, ne connaissant personne à son arrivée, trouver la Maison Jaune a été un vrai coup de chance, comme nous l'apprend Bernadette. Vincent se retrouve dans une partie de la ville assez récente, principalement habitée par des protestants comme lui. Le quartier s'est développé avec l'arrivée du chemin de fer. Ses habitants sont plus habitués à voir passer des étrangers. Vincent se lie vite d'amitié avec les propriétaires du café de la gare. Et ce sont eux, monsieur et madame Ginoux, qui lui trouvent une maison. Il a parlé aux Ginoux. Ceux-ci lui ont dit « Vous pouvez rester ici quelques mois en attendant que votre maison soit prête. » Vincent a donc loué une maison un peu décrépite. Elle allait être rénovée. C'est lui qui a choisi les couleurs, le vert des volets et le jaune des murs. Pour Vincent, la Maison Jaune n'est pas une simple maison. C'est aussi l'atelier qui abrite son grand rêve de communauté artistique. Van Gogh avait un rêve qu'il a exprimé à plusieurs reprises, déjà dans la Drinthe, au début de son parcours. Et il l'a exprimé aussi à Paris, il l'a exprimé à Arles. Je vais vous citer par exemple une lettre qu'il écrit en mars 1888 à Théo. « Les artistes ne trouveront pas mieux que de se mettre ensemble, de donner leur tableau à l'association, afin que le produit de vente permette la possibilité d'existence de ses membres.
C'est-à-dire qu'il avait ce rêve de créer une association d'artistes dans le Midi. La Maison Jaune doit lui permettre de réaliser ce rêve. Une fois de plus, grâce à l'argent de son frère Théo. Vincent a reçu un coup de pouce financier de Théo pour acheter des chaises, des tables, des lits. C'est lui qui a décoré la maison. C'est vraiment la maison d'un artiste. Tout visiteur sent que c'est un lieu habité par l'art et où l'art s'expose. Il consacrait toute son énergie à la peinture. Il était parfois épuisé au point de devoir dormir 16 heures d'affilée pour récupérer. Il se surmenait en travaillant sans relâche. On voit un peu là la manière obsessionnelle avec laquelle il abordait son art. La Maison Jaune est la concrétisation de la mission que Vincent s'est donnée. Créer une association d'artistes dans le Midi de la France. Mu par son objectif, il se met à peindre avec frénésie. Vincent semble plus heureux qu'il ne l'a jamais été. Qu'est-ce qui a pu transformer à ce point l'humeur de Van Gogh et donner une nouvelle direction à son travail et un nouveau sens à sa vie? Ici, il a fait l'expérience profondément sensuelle de la lumière, du soleil. Il était hollandais, c'était un homme du Nord. Cette lumière l'a absolument transporté. Dans le Nord, tout est très lisse. Il n'y a pas cette démesure. Le soleil, les ombres marquées. Il a trouvé cela ici. Et ça lui a donné beaucoup d'énergie. Vincent avait besoin d'être face au sujet qu'il voulait peindre. Nous voyons juste un champ vert ici. Mais j'imagine que Vincent était dans un état particulier, débordant d'émotions. Pour la première fois de sa vie, Vincent voit clairement la direction qu'il doit donner à son travail. Il y a un beau passage dans une lettre où Vincent dit qu'il faut exagérer les couleurs et exagérer les formes. Il dit que ce serait vain de peindre un paysage comme s'il était reflété dans un miroir, même en couleur. Il fait référence à la photographie. La photographie était en noir et blanc à l'époque. Mais même en couleur, il dit qu'une photographie ne serait pas un tableau. Il parle du pouvoir particulier de la peinture. Cela veut dire qu'il faut exagérer ce qu'on voit et pas seulement copier la nature telle qu'elle est. Quand on voit les chefs-d'œuvre peints par Van Gogh au cours de l'été 1888, on a du mal à croire que ce soit le travail d'un malade au bord du précipice et sur le point de commettre un acte d'autodestruction barbare.
Vincent semble être dans son élément. Son génie n'est pas encore reconnu, mais il s'est enfin trouvé et travaille avec ferveur. Il utilisait de nouveaux tubes de peinture. Il n'avait pas le temps de mélanger les couleurs. Il fallait que ça aille vite. Il travaille même sous la pluie. Il sort, il voit quelque chose et il faut qu'il le peigne le plus vite possible. C'est un maître dans cet art que peu de gens maîtrisent. Pour les historiens de l'art, la spontanéité et la flamboyance du peintre sont une marque de son génie. Mais là aussi, comme dans tout ce qui touche à Van Gogh, les interprétations foisonnent. Il pense qu'il va progresser en travaillant vite. Il doit se mettre dans l'humeur adéquate pour peindre le plus rapidement possible. D'après ses lettres, on sait qu'il est lunatique, qu'il a des obsessions. Dans une lettre à son frère Théo, Vincent écrit « Je travaille comme un possédé ». Beaucoup de gens trouvent son travail agressif. Il est probable que les gens qui l'ont côtoyé à cette époque l'ont vu comme une sorte de maniaque. Vincent était un étranger, un artiste bizarre et incontestablement excentrique. Selon la légende, les Arlésiens l'auraient surnommé le fou roux. Malheureusement, il est arrivé avec des symptômes, et des symptômes qui vont encore l'accompagner, parce qu'on pourrait dire qu'il avait une structure de personnalité, pas toujours facile à vivre pour lui. Alors les symptômes qu'il a présentés, je vous l'ai dit, c'est ce parcours de personnalité, et probablement qu'il a présenté des troubles de l'humeur avant ce séjour, plus que probablement, et en réponse à ces anxiétés et ces troubles de l'humeur, il y avait une réponse comme il le pouvait, et en l'occurrence, c'était l'alcool. Donc, un trouble de la personnalité, très succinctement décrit, une maladie addictive, qui était le tabac et l'alcool. Il avait présenté probablement des crises d'épilepsie temporale. Enfin, ça, je crois qu'il y a une grande unanimité sur sur ce diagnostic, puisqu'il était en plus aggravé par la malnutrition ou l'imprégnation alcoolique. Vincent n'a pas pu échapper à ses démons, c'est certain. Mais son histoire a été noircie au cours du siècle dernier. On a dit que les habitants d'Arles le craignaient, qu'ils le considéraient comme un danger non seulement pour lui-même, mais pour toute la ville. On a même dit qu'il s'était ligué pour le chasser d'Arles. Mais est-ce vrai? La preuve alléguée est conservée à l'Hôtel-Dieu, dans les archives de la ville. Ironie du sort, ce bâtiment était à l'époque un hôpital, celui-là même où Vincent a été soigné après s'être coupé l'oreille. Bernadette Siran. Nous sommes dans l'hôpital public où Vincent a été emmené dans la matinée du 24 décembre 1888. Il a été transporté en voiture, puis directement porté dans la salle de soins. Les archives contiennent des documents qui remontent à près de 1000 ans. Et parmi ceux-ci, l'original de la pétition qu'on a toujours considérée comme une preuve indéniable de la folie de Vincent. La pétition est adressée au maire. Elle dit « Nous, habitants de la ville d'Arles, place Lamartine, souhaitons attirer votre attention sur le fait que M. Vincent ne jouit pas de ses facultés mentales. Il se livre à des excès de boisson et nous pensons qu'il faudrait qu'il soit réintégré dans sa famille ou admis dans une maison de santé. » Vincent a cru qu'il y avait 80 signatures. Il a écrit dans ses lettres « 80 personnes ont signé une pétition pour me chasser de la ville. » Et plus tard, cela a été exagéré, 100 personnes ont signé. En fait, il n'y avait que 30 personnes. Si vous comptez, il y a 30 signatures. J'imaginais, comme tout le monde, qu'il s'était débarrassé de lui.
Mais c'est bien plus complexe et plus subtil que ça. Bernadette a analysé toutes les signatures pour retrouver l'identité des accusateurs de Vincent. Grâce à cela, elle a découvert les liens qui les unissaient et le mobile. Il m'a fallu un certain temps, mais j'ai retrouvé qui était chacune de ces personnes. Le premier signataire est Damas Crévoulin, l'épicier qui occupait la maison voisine de celle de Vincent. C'est la même écriture que sur la pétition. On pense donc que c'est lui qui l'a rédigée. L'autre homme qui a joué un grand rôle ici, on voit sa signature plus pâle en troisième position. C'est M. Soulet, le gérant de la Maison Jaune, celui qui s'occupait des locations. Tous ces gens avaient un lien avec Vincent Van Gogh. C'était soit ses voisins, soit des personnes liées à ces deux hommes. Je pense que la pétition devait être sur le comptoir du magasin de Crévoulin. Quand les gens entraient, il leur demandait de signer. D'ailleurs, la signature juste en dessous est celle de l'employé du magasin. Monsieur Fayard, lui, était le patron du bar d'en face. Monsieur Vianney était le buraliste, Monsieur Siletto, un autre patron de bar, et la plupart des autres signataires étaient des employés du chemin de fer, comme Soulet lui-même. C'étaient des amis à lui. Il les a persuadés de signer pour forcer Vincent à quitter la ville. Quand Vincent est hospitalisé, le 24 décembre 1888, on suppose qu'il ne reviendra pas à la Maison Jaune. Soulet, le gérant, n'a aucun scrupule à chercher un autre locataire. 2 jours après que Vincent fut sorti de l'hôpital, il écrit à son frère. Hier, le gérant, M. Soulet, est venu me voir et m'a dit qu'il avait signé un contrat avec le buraliste, M. Vianney, pour lui louer la maison. Vincent était indigné. J'ai un contrat, moi aussi, et il ne peut pas me mettre dehors si facilement. Donc, M. Soulet était coincé. Alors, quand Vincent a présenté des signes de troubles mentaux 1 mois après son retour à la Maison Jaune et qu'on l'a de nouveau hospitalisé, il n'a pas été difficile de persuader les habitants du quartier qu'il y avait un fou parmi eux. Vincent a été très affligé quand il a appris que 80 personnes avaient signé. Il n'arrivait pas à croire que ses voisins et amis aient pu faire ça. On a considéré le fait que des amis de Vincent s'étaient retournés contre lui comme la preuve qu'il était devenu un fou dangereux, capable de tout. Mais comme l'a découvert Bernadette, leur témoignage était en réalité un tissu de mensonges. Un célèbre historien de l'art a parlé de conspiration de hyènes. C'est vraiment une image violente. Toute une population dressée contre un pauvre malade pour le chasser de la ville. Mais ce n'était pas du tout ça. En fait, 2 hommes ont persuadé leurs amis de signer une pétition, car ils avaient personnellement intérêt à ce que Vincent quitte la Maison Jaune. Grâce à sa minutieuse attention aux détails, Bernadette a commencé à gagner l'estime des spécialistes officiels de Van Gogh. C'est une vraie tornade. Nous lui avons rendu visite à Arles quand nous y sommes allés pour des recherches. Elle nous a montré des secteurs de la ville que nous connaissions peu. Elle connaît très bien la région et les gens, et c'est une spécialiste des archives. Une des choses merveilleuses qu'elle a faites, c'est qu'elle a constitué une sorte de base de données avec pratiquement tous les habitants d'Arles à l'époque de Vincent. Ce travail, plus que les travaux d'histoire de l'art, permet de se faire une idée de la situation sociale et culturelle à Arles à l'époque et d'imaginer comment quelqu'un comme Vincent a pu ou pas s'y adapter. Ayant découvert que l'affaire de la pétition avait été montée en épingle, Bernadette compte bien découvrir ce que les voisins de Van Gogh pensaient vraiment de lui. Elle espère que ça l'aidera à comprendre l'état dans lequel se trouvait Vincent la nuit du 23 décembre. Une fois de plus, Bernadette a l'avantage de vivre dans la région depuis 30 ans. Ayant été acceptée dans la communauté, elle est invitée à rencontrer René Garagnan, dont l'aïeul était un voisin de Van Gogh en 1888.
Vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler de Van Gogh? On en parlait souvent en famille, oui, étant donné que, bon, mon grand-oncle et son frère, mon grand-père, avaient connu Van Gogh. Et ils se rencontraient assez souvent dans ce petit atelier. Donc, Félix Serré, mon grand-oncle, devenu un des amis, un des rares amis de Vincent Van Gogh. Presque son confident, je dirais. L'affection que le grand-oncle de René avait pour Vincent apparaît dans un recueil de chroniques qui n'a pas été publié. Vincent était un être extrêmement timide, un véritable enfant. Je m'intéressais à lui non pour son art, ni parce que j'appréciais au plus haut point sa façon toute personnelle de peindre, ni parce que je le considérais comme un précurseur, mais parce que c'était un homme malheureux, un homme qui souffrait beaucoup. Et seuls les caractères nobles portent en eux de telles souffrances. Il vivait d'une manière extrêmement modeste. Comment il était perçu à l'époque par les gens d'Arles? Les voisins de la place Lamartine. Oui. Il allait surtout peindre à l'extérieur, enfin, aussi. Mais il est allé au pont de Langlois aussi. Et comment il était perçu? Oui, c'est-à-dire un peu comme un excentrique. En fait, il a fréquenté peu de monde. Alors, ça me paraît important. Les gens parlaient provençal. Et oui. Et lui ne comprenait pas la langue. Bon, il y a quelques fonctionnaires, si je puis dire, qui parlaient français. Les gamins mal élevés qui lui, ça c'est absolument exact, qui lui ont posé des problèmes, dont un, si je me souviens bien, un gamin lui avait attaché, sans qu'il s'en aperçoive, le pied de son chevalet avec une ficelle, et puis au moment où il allait continuer à peindre, il a tiré, vous vous souvenez de ça? Il a tiré la ficelle et le chevalet et le tableau s'est effondré. Ça s'est passé devant la Maison Jaune, ça. René reconnaît que la plupart des gens trouvaient Vincent un peu bizarre. Mais il n'y avait aucune animosité là-dedans. Certains portaient d'ailleurs sur lui un regard affectueux. Et là, je vais vous raconter une histoire que vous ne connaissez probablement pas. Espérons. Eh bien, mon grand-père m'a raconté qu'il y avait une vieille Arlésienne, je n'ai pas réussi à trouver son nom, qui lui portait de temps en temps de la soupe. Vous en avez entendu parler de cette Arlésienne qui venait, donc elle venait à la Maison Jaune et portait dans un bol de la soupe. Et c'est pas la vieille dame qui vivait jusqu'à côté, Madame Vénessac? Non, c'est une dame qui habitait de l'autre côté de la voie ferrée et qui passait sous le chemin de fer, là, et qui venait comme ça lui porter. Et Van Gogh, ça l'a tellement ému qu'il lui a offert un tableau. En recueillant les souvenirs de personnes telles que René et en s'attachant toujours aux traces écrites, Bernadette a rassemblé en 7 ans une documentation extraordinaire sur les plus de 15 000 habitants d'Arles à l'époque de Vincent. Dans cet immense travail de recherche, elle s'est particulièrement intéressée à un ami de Vincent, un voisin qui habitait à 200 mètres de la Maison Jaune, juste après le pont de chemin de fer. Selon Bernadette, la relation entre les deux hommes prouve que Vincent n'était pas un fou dangereux. Nous sommes dans le quartier bâti au XIXe siècle pour les ouvriers des chemins de fer. Et quelque part ici se trouve la maison de Roulin. Oui, elle est là-bas. Voici le numéro 10, rue Montagne des Cordes. C'est dans cette petite maison modeste que vivait le facteur Roulin. Roulin a beaucoup compté pour Vincent pendant son séjour à Arles.
Il a été son premier ami ici. Et grâce à cette amitié, tout a changé. Vincent a été introduit dans la communauté des habitants. Il n'était plus tout à fait un étranger. Le facteur devient un personnage central dans la vie de Van Gogh. Fin janvier 1889, après l'épisode de l'oreille, Roulin a été extrêmement présent auprès de Vincent. Il l'a fait sortir de l'hôpital. Le soir de son retour à la maison, ils sont sortis dîner dehors. On sait cela d'après ses lettres. C'était un homme bon, chaleureux, amical. Roulin a invité Vincent dans sa famille chez lui. Madame Roulin et les enfants ont posé pour lui. Si Roulin laissait sa femme et ses enfants poser pour Vincent, c'est qu'il ne devait pas être aussi fou que ça. Vincent abusait de la boisson pour contrôler ses démons, mais il ne terrorisait pas ses voisins. Et il a passé l'été 1888 absorbé dans son travail. Les murs de la Maison Jaune, la maison de ses rêves, ont vite été couverts de tableaux inspirés par sa vie à Arles. L'un des motifs qu'il a choisi a donné naissance à une série de toiles parmi les plus célèbres au monde, désormais considérées comme l'expression ultime de son génie. Au cours de l'été 1888, Vincent a peint une série de tournesols au moment où ils fleurissaient. Il en trouvait dans des petits jardins sauvages. Il y avait des bains publics à Arles avec un joli jardin clos où il pouvait en cueillir. Ensuite, il les arrangeait dans un vase et il ne pensait plus qu'en termes de couleurs. Bien sûr, il travaillait sur les jaunes. Le jaune est la couleur prédominante de Van Gogh pendant son séjour à Arles. Ce qu'on voit ici, c'est un arrangement de différentes nuances de jaune qui va d'un jaune soufré, d'un jaune tirant sur le vert, à des ocres plus sombres en passant par toute la gamme intermédiaire. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Cette harmonie de couleurs claires, peu contrastée, ce style décoratif, c'était quelque chose d'entièrement nouveau. Vincent ne cherche pas simplement à repousser les limites de l'art moderne. Il cherche également un style qui attire d'autres peintres à ses côtés afin de réaliser son rêve de résidence d'artiste dans le Midi. En peignant les tournesols, il pense à un artiste en particulier, Paul Gauguin. Contrairement à Vincent, Gauguin est déjà assez connu dans le monde de l'art moderne. Théo, le frère de Vincent, a organisé une petite exposition de ses œuvres. Si Vincent arrive à persuader Gauguin de venir à Arles, ce sera la concrétisation de son rêve de fraternité artistique. Il savait que Gauguin s'intéressait au tournesol et il lui a écrit qu'il avait décoré sa chambre de tournesol. Il avait accroché 2 tableaux de cette série dans la chambre d'amis qu'il avait préparée en espérant que Gauguin lui rendrait visite. Et en effet, quand Gauguin est venu, les peintures qu'il a le plus admirées, c'étaient les tournesols. Que Gauguin soit attiré par les tournesols, par les belles arlésiennes dont lui parle Vincent, ou par le fait que Théo finance son voyage, toujours est-il qu'il s'installe à la Maison Jaune le 23 octobre 1888. Gauguin était un homme du monde. Van Gogh, non, bien au contraire. Gauguin était sans doute un peu arrogant et Van Gogh agressif. Ils avaient des caractères différents. Néanmoins, je pense qu'ils s'appréciaient l'un l'autre. Vincent avait maintenant une âme sœur, et son rêve de communauté artistique prenait forme. Alors comment son état d'esprit a-t-il pu basculer, à peine 2 mois plus tard, au point qu'il se tranche une oreille? Malheureusement, Vincent n'en a rien dit, mais il s'est peint lui-même immédiatement après les faits. Selon Bernadette, ces portraits contiennent des indices importants. Dans l'autoportrait à l'oreille bandée et à la pipe, on voit un bandage qui passe sous son cou et descend sur sa poitrine.
Sous le bandage, il y a un grand morceau de coton très épais. J'ai parlé à différents médecins de cette blessure et des hypothèses concernant son étendue. Le lobe de l'oreille, la partie inférieure de l'oreille ou l'oreille entière. Et un médecin a remarqué, je crois que sérieusement, il aurait fallu plus de coton s'il s'était coupé plus que le lobe. Vincent est rentré à la Maison Jaune le 7 janvier 1889. Et je crois que cette peinture a été faite autour du 8 janvier. On sait qu'il a dû retourner à l'hôpital pour faire changer son pansement le 9 janvier. Il le mentionne dans une lettre. Et les pansements coûtent extrêmement cher. Dans la lettre du 19 janvier qu'il écrit à son frère, il dit « Je dois 10 francs à l'hôpital pour les pansements. 10 francs, c'est la moitié d'un mois de loyer. C'est une grosse somme. » La blessure de Vincent a dû mettre plus longtemps à cicatriser que ce que l'on a cru. Cela, additionné au prix qu'il payait pour retourner à l'hôpital faire changer ses pansements, m'a fait penser que l'histoire du lobe était de moins en moins plausible. Bernadette n'est pas la seule à croire que les peintures de Vincent renferment des indices importants sur le mystère de l'oreille. Le musée Kröller-Müller, aux Pays-Bas, possède un autre tableau intrigant de Van Gogh. De récentes analyses fournissent des indications précises pour saisir l'état psychique de Vincent au moment du drame. Van Gogh a peint cette peinture morte peu après son retour de l'hôpital. On peut la voir comme un autoportrait qui laisse deviner sa vie à Arles et son état d'esprit. On y retrouve des oignons, un motif que Vincent a utilisé pour se présenter comme un humble peintre de la vie rurale. La bouteille et la pipe illustrent sa dépendance croissante à l'alcool et au tabac dès la tombée du soir. La bougie représente peut-être Gauguin comme une lumière dans sa vie. Et le livre de médecine lui aurait servi à soigner seul sa blessure. Mais peut-être que la chose la plus intéressante dans cette peinture, c'est la lettre que l'on voit ici. Ignorée pendant plus d'un siècle, cette lettre est capitale pour comprendre l'état d'esprit de Vincent la nuit où il a approché la lame de son oreille. En 2009, quand une nouvelle édition des lettres de Van Gogh a été publiée, les chercheurs ont découvert de qui était cette lettre. Il y a une indication essentielle qui est fournie par les timbres que vous voyez ici. Le numéro 67 est celui du bureau de poste où la lettre a été estampillée. Ce bureau de poste était proche de l'appartement de Théo. Ensuite, il y a cette marque, Jour de l'An, utilisée par la Poste pendant la période très chargée des fêtes de Noël et du Nouvel An. Et bien sûr, il y a l'écriture. D'après tous ces indices, les experts ont conclu que cela ne pouvait être que la lettre de Théo que Vincent avait reçue à Arles le 23 décembre. Arrivé le jour même du drame, la lettre contenait des nouvelles dévastatrices pour Vincent. C'est probablement la lettre dans laquelle Théo annonce ses fiançailles avec Jo Banger. On pense que c'est ce qui a causé l'effondrement de Vincent. Il avait très peur de perdre le soutien de son frère et de ne plus être pour lui la personne la plus importante sur Terre. Théo a soutenu financièrement son frère tout au long de sa carrière. Maintenant qu'il s'apprête à fonder une famille, il ne pourra peut-être plus subvenir aux besoins de son aîné. Cette nouvelle arrive au moment où Vincent est le plus vulnérable. Sa relation avec Gauguin s'est dégradée. Les deux hommes ne vont pas tarder à se brouiller. Contrairement à Vincent, Gauguin a confiance en lui. Il est charismatique, ses œuvres ont du succès, et c'est un coureur de jupons notoire. Gauguin se conduit comme un salaud. Il arrive à Arles
C'est un homme à femme qui a un ego très prononcé et il se retrouve dans cette maison avec une personne difficile à vivre qui manque totalement d'estime de soi. C'est une situation terrible. Il n'est là que parce que Théo le paye. Quelques jours à peine après son arrivée, il écrit à ses amis à Paris « Je dois m'en aller, je ne supporterai pas ça plus longtemps ». Le musée Van Gogh possède des lettres qui éclairent la rupture entre les deux artistes. À un moment, Gauguin écrit à Théo qu'il va devoir partir parce que ça ne se passe pas bien entre Vincent et lui. Ils ne sont pas d'accord au sujet de la peinture et des artistes qu'ils admirent. Vincent dit que leurs discussions sont excessivement électriques. Il utilise le mot électricité. Et il dit ensuite « Nos têtes sont fatiguées comme des batteries déchargées ». Je pense que ça exprime très bien l'état où il était juste avant l'incident. Le jour où Vincent apprend les fiançailles de Théo, Gauguin lui annonce qu'il en a assez et qu'il s'en va. Vincent a perdu son frère, son compagnon et les rêves qu'il nourrissait pour la Maison Jaune. Cette nuit-là, il craque. Vincent n'était pas en état de se rappeler ce qui était arrivé exactement ce soir-là. Mais l'autre protagoniste, Paul Gauguin, nous en donne un aperçu dans son carnet de notes. C'est une liste de mots qui semble d'abord jetée au hasard. Un cas, serpent, mouche sur le chien, lion noir. Les spécialistes pensent que ce sont les insultes que Van Gogh a lancées à Gauguin lorsque celui-ci a annoncé son départ. Un cas. Gauguin a passé sa petite enfance au Pérou. Serpent, mouche sur le chien, lion noir. Puis il y a écrit « Sauvez votre honneur, argent sur la table ». J'ai imaginé Gauguin voulant quitter Arles et disant « J'ai besoin d'argent, je dois m'en aller ». Et Vincent répondant « D'accord, tenez ». Je pense donc que cette étrange liste est une sorte de mémo de ce qui s'est passé dans la Maison Jaune le jour du drame. D'autres notes dans le carnet de Gauguin donnent des indices plus précis sur l'état mental de Vincent cette nuit-là. Ictus est un mot d'origine latine qui signifie crise, mais en grec ancien, c'est le nom mystique du Christ. Et ce n'est pas la seule association entre folie et religion notée dans ce carnet. Le plus intriguant se trouve ici. Saint d'esprit, Saint-Esprit. Dans son autobiographie, Gauguin dit que Vincent a écrit ceci sur un mur de la Maison Jaune. Il joue avec les mots. Je suis saint d'esprit et je suis le Saint-Esprit. Il est visiblement en proie à des délires mystiques. L'éducation protestante de Vincent lui a inculqué le sens du devoir et du travail. Ce sens exacerbé l'a conduit à peindre de manière obsessionnelle et l'a souvent tourmenté quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Est-ce cela qui refait surface la nuit du drame, le poussant à se mutiler? Vincent admirait un tableau de Giotto qui dépeint l'arrestation de Jésus dans le jardin des Oliviers. La scène montre Judas embrassant Jésus pour le désigner aux soldats. Mais on y voit également Saint-Pierre couper l'oreille d'un des soldats. Dans un autre registre, certains pensent que l'acte de Vincent rappelle le geste d'un torero victorieux. Après avoir triomphé du taureau, le matador lui coupe une oreille et offre ce trophée sanglant à une personne dans la foule. Tout cela, ce ne sont que des pistes pour nous permettre d'imaginer ce qui se passe dans la tête de Vincent quand son monde implose. Il ressasse la perte de son frère et la trahison de Gauguin. Il repense aux difficultés qu'il a traversées.
à son séjour à Arles, à ses échecs amoureux, aux tableaux qu'il a peints et à ses obsessions religieuses. Et maintenant, il est seul avec un rasoir à la main. Mais se tranche-t-il l'oreille entière? Bernadette est convaincue que le témoignage d'un homme apportera la réponse. Après l'incident, Vincent a passé 2 semaines à l'hôpital, soigné par le docteur Ray, un pionnier dans le nouveau domaine des antiseptiques. Cette relation médecin-patient s'est vite transformée en profonde amitié. Le médecin a certainement noté avec précision ce qui s'était passé. Après de nombreuses recherches, Bernadette pense être sur la bonne piste. Le docteur Ray a parlé à beaucoup de gens. Mais j'ai essayé de trouver des archives à ce propos et il n'y a absolument rien. Alors Bernadette passe en revue tous les éléments qu'elle a rassemblés au cours des 7 dernières années. Ceci est une réponse à un homme qui a écrit au Time Magazine au sujet d'un article sur Van Gogh où l'on disait qu'il s'était coupé l'oreille entière. Cet homme écrit « Non, il s'est juste coupé le lobe. Tout le monde le sait. Paul Signac l'a dit. » Et voici la réponse de la rédaction. Quand Irving Stone, l'auteur de La vie passionnée de Vincent Van Gogh, était à Arles, il a vu le docteur Ray. C'était le seul homme encore en vie qui avait vu Van Gogh sans son oreille. En 1934, le romancier américain Irving Stone publie Lust for Life, traduit en français sous le titre « La vie passionnée de Vincent Van Gogh ». Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, adaptée par la suite au cinéma dans une superproduction hollywoodienne, Bernadette constate que l'auteur a mené un travail de recherche très rigoureux. Cette lettre dit quelque chose d'extraordinairement intéressant. Le docteur Ray a fait un croquis de la blessure pour Irving Stone sur une feuille d'ordonnance qu'il a ensuite signée et que M. Stone a maintenant en sa possession, indiquant que Vincent avait pratiqué une incision nette, se coupant le chou entier. C'est drôle comme expression, et ne laissant que le lobe. Cette lettre date de 1955. Il faut que je sache si ce croquis du docteur Félix Ray existe encore quelque part. J'avais écrit il y a longtemps en pensant qu'il fallait chercher dans toutes les directions. Je sais où sont les archives d'Irving Stone. Je dois voir ce qu'il y a dedans. Pour Bernadette, la donne a changé. Sa quête est devenue mondiale. Elle quitte le sud de la France et part pour San Francisco. Un voyage de 9500 km. Bernadette contacte l'archiviste californien qui conserve les documents d'Irving Stone. Après de nombreux échanges de courriels, celui-ci l'informe d'une découverte capitale. Ça a été une sorte de partie de ping-pong qui a duré 2 ou 3 jours. Moi disant, pouvez-vous essayer cette boîte? Et celle-ci, celle-là? Et lui répondant, je n'ai pas ce que vous cherchez. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, pourriez-vous regarder juste une fois de plus? Parce que je sais d'expérience que dans les archives, parfois on ne voit pas une chose qu'on trouve la fois suivante. Et je suis allée me coucher. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'avais reçu un courriel. Je l'avais bombardé de messages toute la journée précédente. Il disait en français « Oh mon Dieu, je l'ai trouvé ». L'Université de Californie à Berkeley abrite les archives d'Irving Stone et peut-être la pièce essentielle qui manquait à Bernadette. Ces archives se trouvent dans la Bancroft Library,
où Bernadette a rendez-vous avec le docteur David Kessler. Alors voici Berkeley. Et là, la bibliothèque Bancroft. C'est magnifique. On a des quantités énormes de matériel de recherche, des centaines de boîtes comme celle-ci et de gros cartons. Mais pour son livre sur Van Gogh, Stone a fait le tri. Il reste très peu de choses. Tout tient dans cette boîte numéro 91. Et ici, ce sont surtout des lettres qu'il a rassemblées pour ses recherches. Je sais que ça va vous passionner. Voilà le genre de choses qu'on trouve ici. Des brochures, des coupures de journaux. Et enfin, ce petit document-là. Oh mon Dieu. C'est du Dr Ray. Et il a écrit ici tout ce que vous ferez pour... C'est trop, je suis désolée. J'ai travaillé si dur là-dessus. Je n'arrive pas à y croire après tant d'années. C'est une lettre du docteur Félix Ray, datée du 18 août 1930. Je reconnais parfaitement sa signature. C'est incroyable. Il dit « Je suis heureux de pouvoir vous donner les renseignements que vous m'avez demandés concernant mon malheureux ami Van Gogh. J'ose espérer que vous ne manquerez pas de glorifier comme il le mérite le génie de ce peintre remarquable. Cordialement à vous, Dr Ray. » Cordially yours, Dr. Ray. Yes. On voit le dessin d'une oreille. Et il y a écrit « L'oreille a été tranchée avec un rasoir en suivant le trait pointillé et en dessous l'aspect de ce qui restait du lobe de l'oreille. » Son oreille ressemblait à ça, il n'en restait qu'un bout. Oui. Cela prouve donc qu'il s'est tranché l'oreille entière. Cela a dû être effroyablement douloureux. Et il devait être dans un état très particulier. Oui, on mesure bien toute l'horreur de ce qui s'est passé. Je travaille depuis un certain temps là-dessus. Et quand on arrive enfin à voir du concret, et c'est le Dr Ray qui a posé pour lui et qui l'a soigné. Quel homme remarquable ce Dr Ray. Tant de gens sont allés à Arles pour voir le Dr Ray. Tout le monde a cherché à le voir, mais personne ne lui a demandé de noter exactement ce qui s'était passé. Ça, c'en est la preuve. Oui, voilà ce qui s'est passé. Sujet de spéculation et de débat depuis plus d'un siècle, l'énigme de l'oreille de Van Gogh à laquelle Bernadette a consacré 7 ans de sa vie est enfin résolue. Le 23 décembre 1888, cela fait 3 jours que la pluie tombe dru. Vincent et son ami peintre Paul Gauguin sont restés enfermés dans la maison jaune. Et la tension monte. Gauguin annonce son départ. Une violente querelle s'ensuit. Des insultes fusent. Lion noir, serpent, meurtrier. L'échange houleux se poursuit, tandis que Gauguin s'en va et traverse la place Lamartine. Puis Vincent rentre à la maison et, seul avec ses démons, prend un rasoir, le porte à son visage et de haut en bas se tranche l'oreille gauche. Pour toute autre personne que Bernadette, l'affaire serait classée. Mais l'épisode le plus troublant reste encore à venir. Vincent a quitté la maison jaune, titubant jusqu'à la rue du Bout d'Arles, au cœur du quartier des prostituées. Dans une maison close, il demande à voir une fille nommée Rachel et lui tend son oreille coupée.
Pour Bernadette, cet acte est aussi intrigant que celui de se mutiler. Voici la rue du bout d'Arles. C'est la rue où Vincent van Gogh est venu dans la nuit du 23 décembre 1888. Il a traversé le parc, il a remonté la rue et il est entré dans la maison de tolérance tenue par Virginie Chabot. Comme vous pouvez le voir, ce sont de vieilles maisons, plutôt petites. Chacune logeait 3 ou 5 pensionnaires. Chaque fille avait sa propre chambre et un accès à l'eau. C'était un commerce légal. C'était des maisons de tolérance, des maisons tolérées. Ici, le travail de recherche prend soudain vie. On imagine le chahut d'une maison à l'autre, les hommes ivres, les filles qui tentent de les attirer à l'intérieur, l'agitation de ce quartier bruyant et libertin. Vincent était un habitué des maisons de tolérance d'Arles. Vincent allait tous les 15 jours au bordel. Ça lui coûtait 2 ou 3 francs. Et quand Gauguin est venu à Arles, une des premières choses qu'il a faites a été d'organiser les finances pour eux deux. Il y avait une caisse commune destinée à certaines dépenses, avec l'argent pour le tabac, l'argent pour la boisson s'ils allaient au café, et l'argent pour le bordel. La nuit du 23 décembre, quand Vincent est venu ici, ce n'était pas pour le sexe. Il a demandé à voir une certaine Rachel et lui a donné son oreille coupée en lui adressant une demande presque biblique. « Gardez cet objet en mémoire de moi. » Alors qui était Rachel? Quelle était sa relation avec Vincent? Bernadette a décidé de retrouver l'identité de cette femme. Une fois de plus, les archives de la ville se révèlent une mine d'informations. La prostitution était une profession légale à l'époque de Vincent, et les travailleurs du sexe étaient recensés comme les autres. Voici le recensement de 1886 pour la ville d'Arles, sans les hameaux environnants. Je cherche la section E où se trouvaient la plupart des maisons de tolérance. Et je cherche la profession de limonadier. Ce terme désignait les marchands de limonade, bien sûr, mais aussi les tenanciers de maisons closes. On les appelait limonadiers ou plutôt limonadières, car c'était presque toujours des madames. Je cherche donc limonadier et une liste de filles qui n'ont pas le même nom de famille ou ne viennent pas du même endroit. Ah, voilà celle que je cherchais. Virginie Chabot, limonadier. C'était la tenancière de la maison close où Vincent a demandé à voir Rachel. Parmi toutes ces filles, il y en a une qui vient d'Espagne, une autre d'Allemagne. On a leur âge, 26, 29, 25, 30, 30, 28. Elles ne sont pas si jeunes. Il y a beaucoup de prénoms. Jeanne, Rose, Marguerite, Marie, Madeleine. Mais il n'y a pas de Rachel. Aucune Rachel n'est recensée à l'époque. Mais Bernadette ne se décourage pas. Retrouver l'identité de cette femme lui semble crucial, car Vincent a eu une longue histoire avec les prostituées. Il avait des désirs sexuels et il était seul. Donc il souffrait autant du manque de relations sexuelles que du manque d'affection et de soutien. C'est ce qu'il cherchait éperdument auprès d'une femme. Mais il était bien trop mal psychiquement pour nouer une relation normale avec une femme. Alors il a fini par se contenter de relations monnayées. En Hollande, Vincent a même vécu avec une prostituée, Sien Ornik. Ici, nous voyons un dessin de Sien Ornik. C'est la seule femme avec qui Van Gogh a partagé une vie de famille.
Ça a duré 1 an et demi. Il habitait alors à La Haye. C'était une prostituée. Il n'aimait pas les belles dames. Il aimait les femmes de la classe ouvrière aux vies difficiles, marquées par les épreuves. Quand il a rencontré Sin, elle était enceinte et avait déjà un enfant. Il a voulu la sauver parce qu'elle errait dans la rue. Mais il n'avait pas les moyens de la payer pour qu'elle pose pour lui. Il avait besoin de modèles, mais c'était trop cher. Alors il s'est dit, si elle vient vivre chez moi, je la sortirai de la rue et elle sera mon modèle. Elle a donc emménagé chez lui avec son enfant, puis elle a donné naissance à son deuxième enfant. Ils étaient bien ensemble. C'était la vie de famille chaleureuse dont Van Gogh rêvait et qui, d'après lui, pouvait apaiser son tempérament nerveux. Il a parlé du réconfort que lui apportait une prostituée. Ce n'était pas seulement physique pour lui. Il avait besoin de se sentir entouré, protégé par une femme. Vincent s'était engagé dans une relation sérieuse avec Sin dans sa jeunesse. A-t-il éprouvé le même genre d'attraction pour la mystérieuse Rachel à Arles? Parmi toutes les Arlésiennes qu'il a dû rencontrer, qu'est-ce qui distinguait cette Rachel? Bernadette n'a pas trouvé de Rachel parmi les Arlésiennes de l'époque. Mais elle a fait une découverte qui a donné une toute nouvelle direction à ses recherches. Il s'agit d'un ancien article de presse citant le policier arrivé dans la maison de tolérance juste après le passage de Vincent. Celui-ci dit « Le nom de la fille soumise m'échappe, son nom de guerre est Gaby ». Pour Bernadette, c'est un précieux indice. En se replongeant dans les dossiers, elle trouve un registre des prostituées. De nombreux noms sont suivis par ces mots, dites Rachel. Ce n'est pas leur vrai prénom, c'est un surnom. Il y a des surnoms comme Blondine, Rouquine, etc. Mais il y a aussi le prénom Rachel, emprunté par plusieurs filles. Alors peut-être que le policier Robert s'est trompé en disant que Gaby était son nom de travail. Peut-être qu'au contraire, c'était son vrai prénom. Il n'y avait aucune Rachel à Arles en 1888. Mais il y avait 31 Gabrielle ou Gaby. Bernadette est déterminée à identifier ce personnage clé dans le drame de Vincent. Et elle est désormais sur une piste passionnante. C'est un livre de Pierre Lepron. Ce qui est intéressant, c'est qu'il mène une sorte d'enquête après la mort de Vincent. Il revient sur ses traces en essayant de recueillir des témoignages sur les lieux où il a vécu. Il y a des choses sur Madame Ginoux, sur les Roulins et sur différentes personnes qui ont côtoyé Vincent. Mais ce qu'il y a de plus intéressant pour moi se trouve vers la fin du livre. Ce sont juste 4 petites lignes. Il dit « Rachel, qui se faisait appeler Gaby, est morte en 1952 à l'âge de 80 ans. » Donc ce que je dois chercher, c'est une Gaby morte vers l'âge de 80 ans en 1952. Pour Bernadette, cette information est doublement intéressante. Jusqu'à présent, tout le monde pensait que la Rachel ou Gaby de Vincent était une prostituée, pour la simple et bonne raison qu'elle travaillait dans une maison close. Mais si elle avait 80 ans en 1952, cela signifie qu'au moment des faits, elle n'en avait que 16. Elle avait donc 5 ans de moins que l'âge légal pour se prostituer. Bernadette a découvert une Gabrielle correspondante aux indications. Elle cherche à présent à retrouver sa famille.
grâce au réseau de relations qu'elle a tissé depuis 30 ans, elle apprend qu'une habitante d'Arles pourrait l'aider. Michel, j'ai un truc à te demander. Dans ma recherche, je suis tombée sur le nom d'une famille. Et je voudrais savoir, est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Oui, à l'époque de mes parents, c'était un garage. À l'époque de vos parents? Oui, oui, oui. Et vous le connaissez, la famille? Oui, bien. Bien. Oui, ça fait, oui, oui. Mais écoute, Ils sont connus sur Arles. ça c'est super intéressant, Michel. Super intéressant. Je suis très contente d'avoir parlé avec Michel. Elle m'a dit que la femme à qui je pense que Vincent a donné son oreille était la propriétaire du garage. Je n'en suis pas encore sûre, mais il faut que j'aille voir la famille. Il y a une autre question maintenant. Comment aborder la famille? On en a discuté avec Michel. C'est vraiment difficile. Ça fait 125 ans qu'on parle de cette femme comme d'une prostituée. C'est un sujet délicat. Je parle de leur aïeul. Donc je pense qu'il faut que j'y aille avec douceur. La famille de Gaby vit encore à la périphérie d'Arles. Elle a accepté de rencontrer Bernadette, mais elle ne veut pas être filmée. Quand je suis retournée voir la famille la deuxième fois, j'avais rassemblé beaucoup de documents. J'avais vérifié que j'avais bien étudié l'histoire sous tous les angles. J'avais tout mis au propre, en y joignant des extraits de lettres de Vincent, etc. Et l'homme m'a regardé et m'a dit « Rachel, c'était mon arrière-grand-mère. » La famille ne souhaite pas qu'on divulgue son identité, d'une façon ou d'une autre. Le parfum de scandale lié au fait de travailler dans un bordel est trop pesant. Les femmes là-bas étaient des prostituées. Elle non. Elle faisait le ménage. Elle était servante dans une maison close et travaillait visiblement dans plusieurs maisons de la rue. Dans le livre de Le Proon, on lit qu'elle est allée travailler pour un autre homme, Monsieur Louis. Il s'agit de Louis Farce, le voisin de Virginie Chabot. Il avait un cuisinier et 2 domestiques en 1886. Elle était une domestique. Tout en souhaitant garder l'anonymat, la famille a révélé à Bernadette une coïncidence troublante. En 1888, Rachel et Vincent étaient tous deux à Paris à la même période. À Arles, je pensais avoir terminé l'histoire de Rachel. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle avait passé une partie du mois de janvier 1888 ici, à Paris. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a été soignée par Louis Pasteur en personne. En 1885, le scientifique français a mis au point un traitement contre la rage. Je retrouve son nom dans les dossiers médicaux, Gabrielle. Elle venait d'Arles. Le 8 janvier 1888, à 3 h de l'après-midi, elle a été mordue par un chien enragé. L'après-midi du 8 janvier, elle a d'abord été soignée de manière plutôt violente. On a cautérisé sa blessure au fer rouge pour prévenir l'infection. Elle en a gardé une énorme cicatrice sur l'avant-bras gauche. Il est marqué ici que la morsure a été cautérisée du coude au poignet. Puis, on l'a littéralement jetée dans un train pour Paris. C'était toute une nuit plus toute une journée de voyage. Elle a débuté son traitement le 10 janvier et l'a poursuivi jusqu'au 27 janvier.
Bien que Vincent et Gaby aient été à Paris au même moment, leur rencontre semble improbable dans une ville de 2 millions d'habitants. Cependant, certains détails dans des lettres de Van Gogh reviennent à l'esprit de Bernadette. J'ai commencé à être intriguée en trouvant quelques allusions. Il y a 2 références à Pasteur dans les lettres de Vincent. L'une d'elles est très précise. C'est une lettre qu'il a écrite aux environs du 9 ou 10 juillet 1888, où il parle de femmes qui ont été mordues par des chiens enragés et habitent l'Institut Pasteur. Vincent a-t-il appris cela par les femmes d'Arles ou parce qu'il a rencontré la mystérieuse Gaby à Paris? Vincent est arrivé à Arles à peine 3 semaines après le retour de Gaby. Je me demande s'ils se sont rencontrés quand elle était à Paris. Vincent n'avait aucune raison d'aller à Arles. Il voulait aller dans le Midi, c'est tout ce qu'on sait. Je pense qu'il l'a peut-être suivi là-bas. Si l'hypothèse de Bernadette s'avère exacte, elle a peut-être découvert pourquoi Vincent est allé au bordel la nuit du drame pour donner son oreille à l'ange blessé qu'il avait attiré à Arles. Bernadette a un dernier voyage à faire. Elle retourne au musée Van Gogh d'Amsterdam où elle a commencé ses recherches avec une copie du document capital qu'elle a découvert. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est un document du 18 août 1930. J'ai vérifié l'adresse et la signature. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez. Il ne reste pas grand-chose de l'oreille. Non. D'après ce dessin, On voit clairement ce qui est arrivé. la vérité est maintenant sous nos yeux. Vous avez trouvé un document important. Merci. J'étais émue quand je l'ai trouvé. Il répond à une question. Oui. À la question que je me posais au début. Ça a juste pris beaucoup plus de temps que je pensais. Mais il y répond une fois pour toutes. Une fois pour toutes, oui. Bernadette a eu de la chance. En 7 années de recherche, Bernadette a jeté un éclairage passionnant sur le séjour de Van Gogh à Arles. Les gens qu'il connaissait, les lieux où il habitait, ses amis et ses ennemis. Elle a trouvé la jeune fille à qui Vincent a donné son oreille et une raison possible pour laquelle il serait venu à Arles. Les œuvres d'art et les documents qui illustrent cette histoire sont rassemblés pour la première fois dans une exposition du musée Van Gogh qui réécrit la légende de Vincent sombrant dans la folie. Elle réunit le magnifique portrait du docteur Félix Rey. La nature morte avec la lettre de Théo qui l'a peut-être poussé dans l'abîme. Et parmi les tableaux, une petite feuille de papier, oubliée de l'histoire. Le dessin du docteur Rey, qui résout enfin le mystère de l'oreille de Van Gogh.